Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Quel plaisir de vous retrouver pour démarrer la saison 2 du podcast Ensemble. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui vole avec les oies. Ce récit est tiré des aventures de Christian Moulet, ornithologue français qui se donna l'objectif de traverser l'Europe à bord d'un ULM. Victime des abus de la chasse exercés dans les pays du sud de l'Europe pendant l'hiver, la très belle oie naine de Suède a pratiquement disparu au cours des 4 dernières décennies. Aidé de quelques biologistes européens, Christian Moulet, passionné d'ornithologie, a eu l'idée d'utiliser un ULM pour enseigner des voies de migration différentes à de nouvelles générations d'oies naines afin d'éviter les zones de chasse. Fidèles à leur nature d'oiseaux migrateurs, les oies mémorisent avec leurs parents les trajets migratoires qu'elles enseigneront elles-mêmes par la suite à leur progéniture. Pour Christian Moulet, il est bien plus facile d'enseigner aux oies sauvages de nouveaux itinéraires de migration que d'apprendre aux hommes les voies élémentaires du respect de la nature. Mais qu'est-ce que je fais là ? 300 mètres sous mes yeux défilent les plages surpeuplées de Barcelone. Sur ma gauche, le bleu de la Méditerranée. Sur ma droite, la grande avenue du centre-ville qui donne une vue imprenable sur la cathédrale de Gaudi. Mon groupe doit cendrer, merveilleusement aligné à mes côtés et indifférent au contraste de ce paysage. En bas, plus de 4000 personnes, la tête en l'air, nous regardent sans dire un mot. J'agite machinalement la main pour saluer la foule espagnole qui remue à son tour une multitude de bras. Je m'enivre de la fierté que me procure cette prouesse ornithologique. D'ordinaire, tous ces gens ne voient pas les oiseaux migrateurs qui passent régulièrement au-dessus de leur quartier. Mais aujourd'hui, ils rêvent en me regardant voler avec mes oies sauvages. Ce n'est pourtant pas en vue d'offrir un beau spectacle que j'ai commencé à voler avec mes premières oies en 1995. Je voulais seulement savoir si les idées de Konrad Lorenz, célèbre éthologue autrichien, pouvaient me servir à enseigner de nouvelles voies de migration à des espèces menacées dans leur milieu naturel. Lorenz avait étudié le phénomène de l'imprégnation, qui est la faculté que possèdent beaucoup d'animaux à s'attacher au premier objet animé qui leur manifeste quelque proche attention dans les heures suivant la naissance. Je savais par ailleurs que les oies, les cygnes et les grues sont des espèces migratrices qui, n'ayant pas l'instinct de migration dès la naissance, ont besoin de suivre leurs parents en vol durant les premiers mois de leur vie afin de mémoriser les trajets migratoires. Contrairement aux hirondelles, aux coucous ou encore aux cigognes, qui pour elles, l'instinct de migration est inné. Dès mon enfance, ma passion pour les oiseaux s'est manifestée par le long moment en observant le vol merveilleux des espèces qui peuplaient ma Bretagne natale. Je passais mes journées à me demander quel métier pourrait correspondre à cette passion enivrante. Je suis donc en premier devenu météorologiste, et j'ai eu l'opportunité de séjourner de longs mois dans les territoires d'outre-mer et d'observer l'avifaune. En 1998, j'allais passer une année entière sur l'île d'Amsterdam au milieu de l'océan Indien. Entre les observations météo et les lâchers de ballons-sondes, je me consacrais à l'étude des albatros, des manchots et autres pétrels géants. J'élaborais aussi des projets de migration avec les oies naines de Suède. Dans la foulée, j'ai habité 4 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon. Là-bas, impossible de m'initier au pilotage d'un ULM. La météo est bien trop capricieuse pour un débutant. C'est dans le Cantal que j'ai découvert le vol en deltaplane, puis le vol motorisé en compagnie de mes premières oies. En 1999, ma femme et moi avions décidé d'organiser un premier voyage avec des oies naines depuis la Suède. Il s'agissait d'enseigner à 30 de ces oiseaux de nouvelles voies de migration plus sûres. L'oie naine hivernait autrefois autour de la mer Noire, après un séjour de reproduction en Laponie. Et avec quelques décennies seulement, cette espèce a pratiquement disparu, à cause des abus de la chasse pratiqués dans les pays du sud-est de l'Europe. De riches chasseurs d'Italie et de France se voient proposer des safaris clandestins dévastateurs. Jusque même dans les réserves naturelles protégées, de nombreuses autres espèces sont menacées par ces excès. Certes, la meilleure action à mener lorsque la biodiversité est en péril reste la protection des milieux naturels. Mais dans le cas de l'oie naine, il m'était difficile de faire pression directement sur les lobbies de la chasse. J'ai donc pensé qu'une première intervention humaine pourrait maintenir l'espèce en attendant une protection définitive.
Le projet, s'il fonctionnait, permettait d'envisager plusieurs voyages. Chaque automne, il s'agirait d'enseigner à une centaine de jeunes Wanen de nouveaux trajets vers des sites d'hivernage protégés au bord du Rhin, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Pour notre voyage initiatique, nous avons choisi de partir d'une réserve naturelle près de Stockholm. Après avoir récolté auprès d'un éleveur amateur les œufs précieux qui allaient nous permettre de mener à bien notre expérience insolite, nous les mîmes en incubateur à notre domicile au Cantal. Les œufs donnèrent de magnifiques poussins, auxquels nous donnâmes toute notre attention. Nous ne devions pas manquer la phase d'imprégnation de ces oiseaux, afin qu'ils nous suivent bel et bien dans les airs. De nombreux obstacles administratifs virent le jour. Après avoir expliqué à différents pays que nous allions survoler leur territoire avec un gros doigt sauvage derrière mon ULM, les autorités ont eu du mal à nous céder le droit de survol, car ils n'avaient jamais été confrontés à cela auparavant. Après 4 semaines passées à élever nos jeunes joies dans le Cantal, nous prenons la direction de la Suède avec nos oiseaux dans un van à chevaux et tout l'équipement nécessaire à l'expédition retour. Après 4 longs jours à rouler et à surveiller les oies à tour de rôle, nous arrivâmes enfin dans cette réserve d'Östermalma, au sud-ouest de Stockholm. Nous travaillons en collaboration avec un institut suédois de protection de la nature, dirigé par un ancien ami de Konrad Lorenz, Lambart von Essen, que je côtoyais avec admiration et plaisir. Il était important que nos oiseaux découvrent leur aptitude au vol, là où ils allaient devoir revenir plus tard pour se reproduire. En effet, c'est lors de la première essai que les oiseaux mémorisent visuellement leur futur biotope de reproduction. Il s'agissait donc pour nous de réaliser l'apprentissage des vols en compagnie de nos oiseaux à l'aide de nos 2 ULM équipés de flotteurs. Le lac était un terrain d'entraînement idéal. Progressivement, nous réalisions des cercles de plus en plus grands autour de la réserve. La mémorisation s'opérait ainsi idéalement, augurant de bonnes perspectives de retour pour nos oiseaux, qui seront seuls au printemps suivant. Du début du mois de septembre à la mi-octobre, il nous fallut 5 semaines de voyage difficiles le long des côtes sauvages de la Suède pour accomplir l'itinéraire prévu. Le matin, nous faisions des étapes courtes de 100 km afin de laisser le temps à l'équipe au sol de nous retrouver à l'aide de GPS. La météo fut heureusement clémente au début de notre voyage, et nous profitions des vents portants pour rentabiliser au maximum chaque étape. Pour les amérissages dans les criques abritées de la mer Baltique, nous essayons de trouver un endroit agréable et isolé. La population était toujours intriguée de nous voir débarquer avec une trentaine d'oies sauvages en liberté. Les Suédois nous rappelaient souvent la légende, chère à leur cœur, du fabuleux voyage de Nils Holgersson en compagnie des oies sauvages. Notre point de vue aérien était magnifique, qu'il s'agisse de grandes étendues naturelles ou de villes portuaires du sud du Danemark. En septembre, de nombreux groupes d'oiseaux migrateurs descendent aussi vers le sud, et nous pouvions parfois les approcher. Il est arrivé qu'un élément égaré se joigne pour un moment bref et merveilleux à notre escadrille. Tout à notre joie, nous en oublions l'angoisse d'une éventuelle panne moteur au-dessus des secteurs les plus délicats à traverser, notamment la longue étape depuis le sud de la Suède à l'Allemagne. La mer était houleuse, alors il n'y aurait pas de possibilité d'amérir en cas de problème. Ma femme, elle, suivit toute la migration comme passagère de l'ULM Biplace. Trop occupée à l'organisation de l'expédition, j'avais négligé la phase importante de l'imprégnation de nos animaux. Et pour cette raison, ils me suivent mal au début du voyage. Nos oiseaux en vol, de formation, conservaient toujours entre eux un espace libre d'environ 1 mètre. Souvent aussi, le même nombre d'oiseaux s'affichait de chaque côté de l'ULM, dessinant un V parfait. En migration, il est incontestable que l'oiseau de tête se fatigue plus que les autres. Nous avons presque toujours observé que les leaders laissaient échapper un filet de salive le long de leurs joues. Les oiseaux les plus puissants sont souvent ceux de tête, de gros mâles principalement. Chaque oie a sa place privilégiée dans la formation, et les individus les plus familiers étaient ceux qui volaient les plus proches de nous. De la même façon, les oiseaux les plus liés entre eux, frères et sœurs notamment, volent côte à côte. En vol, les oiseaux nous regardaient de manière très impressionnante. Un regard intense et mystérieux, empreint d'une réelle intelligence. C'est une sensation hors du commun, presque une expérience spirituelle. Après beaucoup d'inquiétudes, notre aventure fut enfin couronnée de succès. La majeure partie de nos oiseaux retourna en Suède dès le printemps suivant. Nous avons prouvé contre vents et marées que notre initiative risquée à la base pouvait représenter un moyen efficace de modifier les zones d'hivernage de certaines espèces d'oiseaux menacées par l'homme.
Voilà, l'épisode touche à sa fin. Je suis ravi de vous avoir raconté cette fabuleuse histoire qui m'inspire beaucoup. On se retrouve dans un prochain épisode pour continuer d'explorer la faune sauvage. Jusque-là, portez-vous bien.